Bien, chers amis, chers camarades, moi je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit. Mais non, mais c'était très bien, comme ça tu m'évites de le faire. Mais je vais essayer peut-être de répondre à quelques questions, y compris très politiques, qui se posent à l'occasion de cette élection. D'abord, merci d'être venu à cette heure-ci, qui n'est pas facile, dans cette ville de Saint-Vincent de Tyrosse. Vous arrivez à gagner un match contre Valence, même sans Loulou, le STL, je ne sais pas comment ils ont fait. Comment ils ont fait? Sans toi. Ils arrivent sans toi. C'est extraordinaire. Oui, mais il faut qu'ils fassent toujours la dernière marche, parce que souvent, ils arrivent au bord, là. Donc, courage pour eux. Nous sommes dans une situation qui n'est pas facile. Plan national, on n'a pas le sentiment que la politique du gouvernement soit très populaire. Et je pense, et je l'ai dit à Anna Ross, et je le répète ici, je pense que tant que nous aurons le niveau de chômage que nous avons dans ce pays, comme d'ailleurs dans toute la zone euro, on aura beau faire et beau dire ou entreprendre, l'essentiel poussera quand même les Françaises et les Français au pessimisme, au repli sur soi, et parfois même un peu plus loin, vers des votes qui ne sentent pas très bons, je pense au Front National, qui monte non seulement parce qu'il est un vote des fouloirs, vote de rejet du système, des élites, de tout ce qu'on voudra, mais aussi, et j'ai attiré l'attention vendredi, je le refais ce soir, parce qu'il est aussi un parti raciste. Il ne faut pas se voiler la face, quand même. Je peux vous dire que, ayant eu le compte rendu d'une réunion de FN où ils étaient entre eux, ils ne se privent pas. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils interdisent aux journalistes d'y assister. On ne sait jamais, ce serait dangereux. Et tout le monde en a pris, et les Juifs, les Arabes, et tout le monde. Et je pense, du coup, que si ce parti, contrairement à ce que certaines et certains croient, parvenait à ses fins, c'est-à-dire à s'emparer du pouvoir, c'est pas la paix et la sécurité dans ce pays qu'on aura. C'est un embryon de guerre civile. Il faut appeler un chat, parce qu'il y a encore, j'espère, des Françaises et des Français qui n'accepteraient pas que ce pays soit gouverné par un parti raciste, car il est raciste. Difficultés politiques au plan national, on le sait, parfois même, Jean-Pierre, on le ressent aussi. Je tiens à dire à ce propos, parce que je suis souvent interpellé par les partenaires de gauche, pourquoi vous n'allez pas jusqu'au bout, pas se mettre à voter avec l'UMP quand même, pour renverser un gouvernement de gauche et le renverser par un gouvernement de droite. Donc on fait ce qu'on peut, on fait valoir nos différences, on essaie d'infléchir, et on n'y renoncera pas, mais aller beaucoup plus loin, ce serait dangereux, parce que la politique, c'est pas fait pour se faire plaisir soi-même, comme disait l'autre. J'écoutais ce matin M. Onfray, pour celles et ceux qui l'ont écouté. J'étais atterré, parce que M. Onfray est un homme intelligent, sans aucun doute. Mais enfin, une fois qu'on l'avait écouté, à part Onfray, il n'y avait rien au monde, quoi. Et je me suis dit, l'intelligence n'est pas un rempart contre la vanité. Parce qu'il a expliqué pourquoi il n'aimait pas les socialistes. Après, il a expliqué qu'il aimait bien Mélenchon et les communistes, mais qu'il ne pouvait pas voter pour des gens qui avaient soutenu Chavez, etc. Je n'ai pas inventé. Bon, bref, à la fin, il dit, je n'irai pas voter, quoi. Avec ce genre de personnes-là, moi, je ne sais pas où on va. Mais c'est l'aventure garantie. Et en tout cas, j'étais mal, parce qu'un type de cette qualité, de ce niveau, en arrive là, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas tout à fait rond dans certaines cervelles. Donc oui, la situation au plan national, elle n'est pas facile. Et du coup, ma foi, la tentation sera forte d'une répercussion au plan local, parce que je regarde ici ou là et on dit ah oui, mais il y a 3, 4 Français sur 10 qui iront voter non pas en fonction de considérations locales, mais en fonction de considérations nationales. C'est bien gentil. On est désolé de ne pas être la Banque Centrale Européenne à nous tout seuls, ou le ministère des Finances, mais nous, au plan local, on fait ce qu'on peut. Et qu'est-ce qu'on fait au plan local? Où il y a une barrière un peu plus haute que d'habitude à sauter, je l'ai dit, et ça a été répété tout à l'heure.
mais où j'espère quand même que la raison l'emportera. Parce que dans ce département, ce qui nous menace, c'est la droite, bien sûr, mais c'est surtout la division. Et on en a fait l'expérience, passez-moi l'expression, au municipal, quand même. Pas qu'ici. On l'a fait ailleurs aussi, à Saint-Sevé, etc. Vous avez remarqué que la plupart des villes qu'on a perdues dans les Landes, on les a perdues par division de la gauche. Alors que, depuis 30 ans, dans ce département, on s'est toujours préoccupé de rassembler la gauche. Les socialistes ont eu pendant plus de 25 ans la majorité absolue à eux tout seuls. Ils ont toujours veillé, je dis ils parce que tout le monde l'a fait, ils ont toujours veillé à ce que l'ensemble des partis de gauche représentés au Conseil général soient associés à l'exécutif. Il y a toujours eu des vice-présidents communistes. Il y avait à l'époque où il existait un vice-président radical de gauche, les autres sensibilités n'étaient pas représentées, on ne peut pas les inventer. Mais celles et ceux qui étaient représentés ont été associés. Et que je sache, je ne les ai jamais vus protester contre l'une ou l'autre des dispositions de la politique départementale. Moi, j'y tenais, je disais à chaque fois, et je n'étais pas le seul, hein, ça a été la politique de la fédération, je disais aux camarades, parce que des fois, partager les vice-présidents, ce qu'on n'a pas besoin, c'est pas facile. Il y a des copains qui vous disent, mais pourquoi, hein, pas besoin. Et je dis, attendez, aujourd'hui, vous n'avez pas besoin, vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Et le rassemblement de la gauche, c'est pas juste une timbale qu'on secoue, c'est une utilité, c'est le seul moyen pour la gauche de gouverner. C'est le seul moyen. Chaque fois que la gauche est divisée, elle perd. Chaque fois qu'elle est rassemblée, elle a la possibilité, l'espérance parfois, d'être au pouvoir et de pouvoir se saisir des sujets. Mais autrement, le reste, c'est de l'aversion qui se transforme souvent en détestation. Et puis au bout du tunnel, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. On m'a souvent demandé à titre personnel, et certains ici ne s'étonneront pas parmi les anciens et les plus anciens camarades, on m'a dit souvent, on m'a interpellé publiquement, parce que je protestais, parce que je frondais à ma manière. Mais pourquoi vous restez au Parti Socialiste? Ben oui, j'y reste. J'y reste pour une raison simple. C'est que depuis la Révolution française dans ce pays, aucune tentative en dehors des grandes familles politiques n'a débouché. Je me souviens, avec Jean-Pierre Chevènement, il y a très très longtemps, hein, je n'étais pas encore adhérent au Parti Socialiste, c'était avant 1972, où je reprochais d'être adhérent de la SFIO. Parce que ce cher Jean-Pierre a commencé par être adhérent de la SFIO, où il a créé le CRS. Et il me disait ça, il me disait, ben, tu sais, tu regardes l'histoire de France, chaque fois que quelqu'un a voulu déboîter ou faire autrement, ben, oui, il l'a fait, mais il l'a fait à la marge. Et à l'arrivée, ça n'a rien donné. Et c'est le même Chevènement qui, quelques années plus tard, d'ailleurs, je lui ai fait observer quand je suis devenu premier secrétaire, est sorti du PES pour fonder un parti qui existe. On ne peut pas dire que ça a été une réussite. Donc voilà pourquoi je reste au PES. Parce que je pense que s'il y a quelque chose à faire pour la gauche, c'est dans une des familles, des 4 grandes familles politiques, qui depuis 2 siècles ont gouverné ce pays. Tout ce qui se fait ailleurs ne débouche pas. Ou à des succès d'estime, ou fait plaisir à celles et ceux qui s'y engagent, mais ne débouche pas sur des réalités. Et je mets au défi quiconque de me prouver l'inverse. Prouver l'inverse. Donc voilà pourquoi je suis resté au Parti Socialiste, pourquoi j'y reste, et pourquoi avec l'autre, j'essaie à ma manière d'influer, plus ou moins. Je dirais plutôt moins que plus, d'ailleurs, pour être tout à fait honnête. En tout cas, le contexte, il est celui-là, et dans ce département, qui a une tradition de gauche, mais qui n'est pas aussi ancienne qu'on le dit. Hein. Moi, j'ai le souvenir du président du Conseil général des Landes élu au bénéfice de l'âge. Hein. C'était juste 2 ans, 3 ans avant que je devienne président du Conseil général. Vous voyez, c'était pas si vieux que ça, quand même. Non, parce que j'entends parfois, les Landes ont toujours été à gauche. C'est pas vrai. Les Landes n'ont pas toujours été à gauche. Les Landes ont eu des présidents du Conseil général de droite. On en a eu 2 successivement. Et pendant pas mal d'années, je dirais. Et il faut attendre Lavielle en 79, puis ensuite Scognam Guillot, qui lui est le premier à avoir une majorité de gauche 2 ans avant qu'il nous quitte
dans des conditions que vous connaissez pour la plupart ici, et que je prenne sa place à sa demande expresse d'ailleurs à l'époque. Donc voilà, les Landes n'ont pas à basculer à droite, mais si on ne veut pas qu'elles basculent à droite, ça a été dit par Éric Kerrouche d'entrée, le danger, c'est un, l'abstention, et deux, la division. Parce qu'avec l'intelligence qui nous caractérise, non seulement on a eu l'idée de bousculer le paysage, ça n'arrange pas les choses quand même, en regroupant les cantons, et puis en faisant passer de 10 à 12,5% le chiffre minimum pour figurer au second tour. Ça veut dire que s'il y a 50% d'abstention, ce qui nous est annoncé, peut-être même plus, et pour être au second tour, et faire 12,5% des inscrits, il faut faire 25% du score annoncé. Le danger, il est là. Moi, je laisse chacune et chacun, n'est-ce pas, avec la responsabilité de tourner ça dans sa tête et de savoir ce qu'il a à faire en conscience. Pour ce qui est du département lui-même, ça a été dit, je ne vais pas répéter, je crois qu'on a un bon bilan. On ne sait pas parfait, il y a sûrement des choses à améliorer. Hein. Ici ou là, il y a un peu plus de sel, un peu plus de sucre, un peu moins de poivre. Je suis persuadé, y compris d'ailleurs dans les choses plus importantes, que nous ne sommes pas exempts de critiques. Ce qui m'a en revanche un peu bousculé avec nos collègues sortants, c'est que les critiques qui nous ont été adressées, eh ben, elles ne nous concernent pas. Exemple, les crèches. Oui, il n'y a pas assez de crèches dans les Landes. Ah ben oui, c'est pas le département qui fait les crèches, c'est les villes. Moi, j'y suis pour rien, c'est la dame du Marsan n'a fait qu'une crèche en 2 mandats, qu'on aide d'ailleurs, avec la caisse d'allocation familiale qui fait l'essentiel, et nous, on donne une aide conséquente. Nous, on a la responsabilité des assistantes maternelles. Les chiffres ont été donnés, je ne vais pas répéter. Et je crois que de ce point de vue-là, il n'y a rien à dire. Donc, oui, nous avons un bilan, il est sérieux. Sur le plan financier, nous avons 450 millions d'euros de budget, nous avons une dette de 150 millions d'euros, un tiers, pour ça qu'on arrive si bas, et qu'on est à la moitié de la moyenne nationale, avec un taux de financement de 1,6%. Il n'y a pas d'empreinte toxique dans les Landes. Hein. Ils se sont fait virer d'entrée. Les gens de Dexia, dès le début, je me souviens du premier rendez-vous qu'ils ont sollicité. Je leur ai dit, tant que vous paierez vos impôts au Luxembourg, vous n'entrerez pas dans mon bureau. Et Dieu merci. Enfin, laissons Dieu tranquille. Pour ma part, j'y crois pas trop. Mais en tout cas, il n'y a pas d'empreinte toxique dans le département des Landes. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne la possibilité, et c'est ça qui est important, d'avoir un budget d'investissement élevé. À 113 millions, en réalité à 121 millions, que nous n'avons pas baissé pendant la crise. Et j'ajoute, parce que j'ai oublié de le dire en avance, que nous avons fait ça sans augmenter les impôts depuis 3 ans. Sans augmenter les impôts depuis 3 ans. Parce qu'on nous dit c'est juste à la veille des cantonales, c'est pas vrai. Ça fait 3 ans qu'on n'y touche pas. Et pourquoi on n'y touche pas? Mais parce qu'on sait quand même que le pouvoir d'achat des ménages, par les temps qui courent, ben, sont plutôt serrés, quoi. Alors pas tous, il y en a qui ne sont pas serrés, mais enfin ceux de la majorité des Françaises et des Français, ils sont quand même un peu au bout. Et ça se retrouve d'ailleurs dans les chiffres de la consommation, ça se retrouve dans bien des domaines. Donc oui, on a un bon bilan, et on a surtout, grâce à ce budget d'investissement, la possibilité d'agir. On peut décider de mener des projets à bien parce que nous en avons les moyens. Et ces moyens, d'ailleurs, intéressent beaucoup de gens en ce moment. Parce qu'il y a quelques agglos qui sont un peu pendus financièrement. Elles ne sont pas en faillite, hein, mais elles sont contraintes, comme on dit, n'est-ce pas? Et donc, pouvoir aller mettre la main dans la caisse du Conseil général, c'est pour ça qu'on nous propose une conférence des exécutifs. Ce serait bien, hein, c'est plus les conseillers et les conseillers départementaux qui décideraient, c'est la conférence des exécutifs. C'est-à-dire les fauchés qui s'assèrent autour de la table pour essayer de piquer dans le fond. Voilà. Ça fait un moment que je vois venir, d'ailleurs. Et le département, lui, il serait transformé en prestataire de fonds de concours, quoi. Il serait là pour accompagner les projets. Donc, voilà. À partir de là, et je vais parler plutôt de l'avenir que du passé, avec quelques points d'éclairage sur certains sujets quand même, parce que la campagne électorale, c'est toujours difficile, mais ça permet de faire le point aussi, y compris pour moi, pour ceux qui sont sortants, par rapport à ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait. Moi, nous avons considéré, en élaborant notre programme, que le problème numéro 1, je l'ai dit d'entrée, c'était l'emploi. Nous sommes un département où il arrive 5000 personnes par an. C'est l'équivalent de la benne
Tous les ans, c'est bien ça. Ou d'Ondre, je ne sais pas d'ailleurs. Voilà. Ou des Rassuradou. Voilà. Tous les ans, en plus. Nous avons en même temps des chômeurs locaux. On n'a pas besoin qu'ils soient importés. On avoisine les 20 000 chômeurs. Et si on ajoute toutes les catégories, A, B, C, D, vous savez, toute la littérature de Pôle emploi, on arrive à près de 35 000 personnes. Donc, le devoir impérieux, il est là. Et c'est ceux qui pensent qu'en se recroquevillant sur soi, n'est-ce pas, qu'en mettant une sorte de ceinture autour, on pourrait s'en sortir, en préservant l'identité. Moi aussi, je suis amoureux de l'identité landaise. En se claquemurant, en ne faisant rien, parce que tous les projets, a priori, seraient condamnables ou condamnés. Et si certains croient qu'on s'en sortirait comme ça, ils se trompent. Si tout le monde n'avance pas, tout le monde s'effondrera. Et s'effondrera en même temps. Donc l'emploi. Alors on a dit, qu'est-ce que peut faire un département pour l'emploi? Ben, on n'est pas la Banque Centrale Européenne, on n'est pas, je ne suis pas M. Draghi, bien qu'il se débrouille pas trop mal par rapport à d'autres, par rapport à son prédécesseur. Je ne suis pas non plus le ministre des Finances, nous ne sommes pas le gouvernement, mais nous pouvons agir concrètement. Et qu'est-ce qu'on fait concrètement? On fait un tas de choses. D'abord, on aide toutes les entreprises, celles qui sont en difficulté, celles qui se créent, en leur faisant des prêts à 5 ans, avec 2 ans de différé à taux zéro. Et je peux vous dire qu'il y en a une sacrée collection dans le département des Landes. Seulement, on ne peut pas en parler de ça. On ne peut pas citer les entreprises. On ne va pas les montrer du doigt, et si elles sont en difficulté, pour les aider à aller plus vite dans le fossé. Hein. Donc tout ça, c'est... Mais je peux vous dire que depuis 2008, quand même, avec ces prêts-là, on en est à près de 28 millions d'euros. C'est des euros, hein. Ce n'est pas des francs. Donc je ne parle pas à la marge de petites choses. Ce qu'on peut faire aussi pour l'emploi, mais Texgeco, pour l'emploi, un budget de 8 à 9 millions d'euros par an, et Texgeco, on va dire, c'est quoi ce truc-là? Ça s'occupe des chômeurs, de ceux qui veulent créer une entreprise, et toute petite, il y a 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, et en 10 ans, c'est 2700 emplois pérennisés. C'est-à-dire après que les entreprises soient nées et soient mortes. C'est ceux qui restent au bout de 10 ans. Ce n'est pas toutes les entreprises créées. Voilà ce qu'on peut faire pour Pôle emploi. Et puis il y a la mission locale où on... 6 000 jeunes, pas 100, 600, 6 000, tous les ans, qui fréquentent la mission locale, où vous contribuez toutes et tous à la fois à travers le département, vos impôts, mais aussi les communautés de communes, les communautés d'agglo, etc. Et tout le monde participe. Et là-dedans, on ne sauve pas 6 000 jeunes, hein. Je vous raconterai des histoires, mais on arrive à en récupérer quand même certains, à leur donner un profil de formation, et puis petit à petit, à les réinsérer dans la vie, où en général, ils sont quand même bien sortis, parce que ceux-là, ceux qui arrivent à la mission locale, croyez-moi, ils sont plus qu'en difficulté. Hein. Et non seulement ils sont chômeurs, ils n'ont pas de formation, mais ils sont même parfois sortis tout simplement de la vie sociale. Bon, voilà ce qu'on fait. Et puis restent les projets que nous avons. Alors, là, on nous dit, mais de quoi vous vous mêlez? La droite dit, laissez faire l'investissement privé. Une certaine partie de la gauche dit, mais c'est somptueux, de quoi vous vous mêlez? Mais de quoi on se mêle? Mais créer des emplois. 5 jours, Atlantis Sud. C'est 300 hectares. Là-dedans, il y a 150 hectares pour l'industrie. Aujourd'hui, il y a 75 millions d'euros d'investissement Atlantis Sud. 30 millions d'euros publics, 45 millions d'euros privés. Et il y a 687 emplois sur la zone d'Atlantis Sud. 31 entreprises, 687 emplois. En 5 ans, on a vendu la moitié des terrains. Alors que notre bilan de ZAC, c'est-à-dire l'équilibre financier au bout, il est basé sur 15 ans. Donc je pense qu'on y sera. Hein. Et ça ne coûte pas un sou aux contribuables landais, contrairement à ce que j'entends. Parce que qu'est-ce que c'est une ZAC? Ben, c'est ce que fait un promoteur privé quand il achète des terrains, il équipe, il vend après les terrains et il amortit les équipements. Et en plus, il prend son bénéfice. On fait la même chose en public, mais nous, on ne prend pas de bénéfice. On l'a fait à Molietz. La station de Molietz, elle n'a pas coûté 1 euro aux contribuables landais. Non seulement elle leur a pas coûté 1 euro, elle leur a rapporté 200 000 euros, puis c'est le bénéfice qui reste au bout de 20 ans de bilan de la ZAC. Et ce sera pareil avec Agroland. Ce sera pareil avec Agroland. Ou peut-être, on n'aura plus de mal à trouver un équilibre financier au bout, parce que les halls techniques de recherche et développement, ça se rentabilise en général pas. Et si on le met dans le prix des terrains, alors là, le prix des terrains,
on va exploser. Mais c'est comme ça qu'on travaille. C'est pas avec, comme je l'entends dire, l'argent des contribuables, parce que j'entends dire, c'est facile avec l'argent des contribuables. Non, non. On prend des initiatives parce que le privé n'est pas là. Et on l'a eu fait dans le Sénat, où la zone d'activité fonctionne bien. On l'a eu fait à Sora-la-Brite. Il y a 18 syndicats mixtes dans le département. Et ces 18 syndicats, ils fonctionnent tous sur le même modèle. Non pas avec l'argent des contribuables, mais sur des bilans de ZAC. Certaines, on n'y arrivera pas. Hein. Celle de Sort, on l'équilibrera pas. Là, il y aura un trou à l'arrivée. Il y aura un trou de quelques centaines de milliers d'euros. Centaines de milliers d'euros, il n'y aura pas un trou de plusieurs millions d'euros. On aura essayé. On a créé quand même l'entreprise Soria. Elle a connu un mauvais sort, 2 fois de suite. Mais elle est là quand même. Elle est là. Avec ses 15 emplois à Sort, c'est pas rien. Ça en génère d'autres à côté. Donc ça, c'est l'aspect projet. Donc voilà ce qu'on fait de concret pour l'emploi. Reste, Eric y a fait allusion, et Jean-Luc aussi, je crois un gros malentendu entre nous, les élus, et les Landaises et les Landais sur le tourisme. Parce que là, j'ai entendu des trucs, j'ai eu l'impression de revenir 30 ans en arrière. Et je m'explique en 2 mots, ça le mérite, nous sommes quand même dans la zone. Hein. J'ai entendu dire c'est des dépenses somptuaires, c'est des dépenses futiles, c'est des dépenses pharaoniques, et ça ne sert à rien. Mais ça ne sert à rien le tourisme, c'est 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires dans les Landes. 1 milliard d'euros, 2 millions de touristes, 22 millions de nuitées, et surtout 20 000 emplois. Donc le tourisme, c'est 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 20 000 emplois. L'agroalimentaire, tout confondu, l'abeillerie, la fitte, des perras, vous pouvez tous les ajouter, c'est 4 milliards et demi d'euros de chiffre d'affaires, c'est-à-dire 4 fois et demi plus, mais c'est 5 000 emplois. Ce qui veut dire en clair que le tourisme est l'activité qui produit 4 fois plus d'emplois que les autres secteurs économiques. Donc quand on veut des projets, je le dis devant Hervé, là, qui boit du petit lait, c'est ça, mais méfie-toi du petit lait, ça tourne vite. Quand on veut faire des projets, c'est pas pour nous. Parce que j'ai vu que le président de la CEPANSO avait eu la bonne idée de diviser le nombre de trous de golf par le nombre de Landais, ou l'inverse, le nombre de Landais par... Non. C'est pour faire venir des Danois, des Suédois, des Hollandais, des Écossais, des Anglais et des Espagnols. C'est pour créer de l'activité. C'est pour créer de la valeur, comme on dit aujourd'hui, de la valeur ajoutée. Et c'est pour créer de l'emploi. C'est pas pour Kérouche, je ne sais même pas si je joue au golf d'ailleurs. Non, moi non plus. Moi non plus. Et que ça ne soit pas compris en 2015, ça fait quand même mal. Et que la droite vote contre, ces projets, comme elle l'a fait à la session, pour des gens qui, paraît-il, sont aux côtés de l'entreprise et de l'activité économique, c'est bizarre. Quant à certaines critiques de gauche, depuis quand vouloir créer des emplois, ça serait négatif. Alors on va dire, mais le tourisme, non, tourisme familial, oui, mais il y en a du tourisme familial dans les Landes. Nous sommes les champions d'Aquitaine du tourisme familial. Des resorts familiaux, comme on dit. Du mobile home, parce que c'est devenu ça, le tourisme familial. Ah, si vous faites la côte, vous allez en trouver. Et ce qu'on essaie de faire à nous, c'est de faire remonter le niveau, parce que pour faire remonter le panier, comme on dit, le panier de dépenses. Et si le panier de dépenses monte, le chiffre d'affaires global du tourisme monte, et le nombre d'emplois monte avec. Donc moi j'ai eu du mal à comprendre certaines critiques. Alors je prends ma part de responsabilité aussi, c'est sans doute qu'on n'a pas très bien su expliquer aux gens ce qu'on était en train de faire quelque part. Pareil avec la vague artificielle, ça sert à rien. Ah ben non, ça sert à quelque chose, oui, ça sert à faire venir des jeunes de toute l'Europe, parce que ce sera un des rares endroits où ça existe, même peut-être le premier. On n'est pas au bout. Parce que technologiquement, on n'est pas en Australie ici, qui est gentil, je parle de l'Europe. Bon. Je ne savais pas que l'Europe était en Australie, voilà. Donc, on fait ça pareil. Et ça fait 20 ans qu'on rame pour élargir la saison. Pour celles et ceux qui se souviennent, il y a 20 ans, on allait à Cabreton en plein hiver, il n'y avait pas un chat. Lorsqu'on est venu avec le patron de la SNI pour le logement vendredi, il était stupéfait parce que vendredi, la promenade, c'était noir de monde. Alors, c'est le week-end. Mais avant, il n'y avait pas les week-ends. Maintenant, il y a les week-ends. Et puis, petit à petit, à partir de la fermée, en général, fin avril, ça
commence à revenir. Et ça s'allonge. Et c'est ça l'objectif, c'est pas autre chose. Et la vague artificielle, c'est pour attirer les jeunes. Et on espère bien qu'avec les jeunes, il y aura les parents. Et c'est pas un hasard si la Fédération française de surf, si les grandes marques de surf, Rip Curl, Billabong et tous les autres nous disent oui, ça nous intéresse. Et on est même prêt à s'installer autour. Et pourquoi ça les intéresse? La meilleure, le jour, on me dit, mais la mer produit des vagues, elle a besoin de rien. Ça c'est vrai, ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Et ce qui intéresse les professionnels, c'est d'être sûr tous les jours. Et de savoir que toutes les 20 secondes, il partira une vague. Voilà. Pour s'entraîner, pour apprendre. Donc, moi j'ai été un peu meurtri, je ne le cache pas, de voir cette incompréhension, tout en me disant quelque part, on doit avoir encore une fois notre part de responsabilité, on n'a pas su expliquer ou on n'a pas fait ce qu'il fallait sur ce terrain-là. Mais c'est ça, c'est ce qu'on essaie de faire pour l'emploi. Et puis, il y a la solidarité, ça a été évoqué par notre camarade tout à l'heure, notre ami. Je ne sais pas si tu es camarade. Mais ça se voit pas, hein. C'est pas écrit là, hein. Non. Mais parce que c'est la grande mode, vous n'avez pas remarqué les encartés et les pancartés. Je la fais, Renaud. Vous savez ce que c'était les encartés sous la Troisième République? C'était les prostituées. Et pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait une épreuve, il y avait une épidémie très sévère de syphilis, et les pouvoirs publics avaient instauré, il y avait une loi qui disait la prostitution, pour pratiquer la prostitution, il faut être exempt de syphilis, ce qui était quand même le minimum. Hein. Et donc ces dames avaient une carte prouvant qu'elles n'avaient pas la syphilis. Et donc quand les flics les ramassaient, parce que de temps en temps ils vérifiaient, ils appelaient les encartés. Et maintenant c'est devenu la mode. Quand on est militant, soi-même, je vois des militants qui disent « je suis encarté ». Et moi je réponds à chaque fois « ah bon, t'as la syphilis ?» Bon, je referme la parenthèse. La solidarité. Elle nous a dit, elle a rappelé, mais là aussi deux coups de projecteur. Les personnes âgées, ce n'est pas le département qui crée des places pour les personnes dépendantes. Ce sont les CIAS, c'était les mairies, pour faire simple, qui ont décidé de créer un EHPAD. Nous les aidions techniquement, nous le faisons toujours, c'est un projet. Ensuite, il fallait aller demander, et c'est là que tout se dégrade, à la sécurité sociale de prendre en charge le personnel soignant, les infirmières, les psychologues, les soignants, les médecins, patati patata. Et sans cette prise en charge par la sécurité sociale, on ne peut pas ouvrir un EHPAD parce que sinon ça ferait des prix à 300 € par jour. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé qu'à partir de 2009, le gouvernement Fillon a dit terminé, la Sécu est en déficit, plus de place, plus de prise en charge des personnels soignants dans les EHPAD. Malheureusement, le gouvernement suivant a continué. Et celui-ci continue encore. Alors ils ont remplacé ça par des appels à projets. D'où notre appel à projet de village Alzheimer. On espère contourner l'interdiction, n'est-ce pas, d'avoir de l'argent venant de la Sécu, en faisant un projet qui a une envergure nationale et qui, normalement, devrait nous permettre d'obtenir ce qu'on n'obtient plus à Bordeaux. Voilà le rôle du département. Et pourquoi a-t-on des prix de journée pas chers? Parce qu'il y a 30 ans, un certain Alain Vidalis, il a fait des bêtises depuis, il est entré au gouvernement. Mais à l'époque, ils n'avaient pas encore fait. Il a eu la bonne idée, Jean-Pierre s'en souvient, peut-être, je ne sais pas si tu étais là ou pas, de dire il faudrait qu'on subventionne la création des maisons de retraite, parce que si on les subventionne au départ, eh bien, l'amortissement sera diminué d'autant. Et si l'amortissement est diminué d'autant, le prix de journée sera plus bas. Et on se rattrapera dans le temps avec ce qu'on appelle l'aide sociale. C'est quoi l'aide sociale? Et ça consiste à payer à la place des personnes qui n'ont pas les moyens le montant de la mensualité. Donc, comme on a des prix très bas, ben, en aide sociale, on dépense moins que d'autres. Et donc, on rattrape dans le temps. Il faut faire un calcul sur 20 ans, 25 ans, on rattrape les investissements qu'on a fait au départ. Et c'est la raison pour laquelle on a continué à les faire. Et on continue. Et ça donne à l'arrivée des prix à 60 € en moyenne.
Ça donne surtout que toutes ces maisons sont publiques, et que donc elles sont toutes agréées à l'aide sociale. Dans les Landes, aucune maison ne sera refusée à quelqu'un parce qu'il n'a pas les moyens d'y aller. C'est pour tout le monde pareil. Si nous avions des maisons, chaque élection qui arrive, la droite dit, mais s'il y avait des maisons de retraite privées, si vous laissiez faire des maisons de retraite privées, il n'y aurait plus de place. Absolument pas. La Sécu, c'est pareil. Les privés, c'est pareil. S'il n'y a pas la prise en charge de la Sécu, ils ne passent pas. Donc, en réalité, il y avait tant de places pour les Landes, ben, comme nous, on ne donnait pas d'agrément privé, ils allaient tout au public. Mais s'il y avait eu public-privé, ils auraient partagé entre les deux. Donc on n'aurait pas eu. Et ils le savent parfaitement. Ça fait 20 ans qu'on leur explique. Ça fait 20 ans qu'ils font semblant de ne pas comprendre. Donc je répète, on a des prix bas, avec des maisons de retraite tout agréées à l'aide sociale, et avec des prix qui sont, ça a été publié, je ne vais pas y revenir, je crois que, là c'est le Parisien aujourd'hui qui a fait le truc, il a dit, là on est 3e en France. Voilà. Et je pense oui que c'est une politique de gauche, parce que à travers tout ça, on aide le pouvoir d'achat des ménages. On le fait avec transport scolaire gratuit, ça représente 750 € par enfant. Et les Landais et les Landaises croient 750 € quand il y en a deux, c'est un peu plus d'un SMIC. Hein, je vous ferai remarquer. Donc, c'est pas un petit détail, c'est le 13e mois qui est là. Pas sûr que tout le monde en soit conscient. Donc, on aide. Oui. Les repas de cantine, ça nous coûte 6 €. On fait payer 2,70 €. Et là aussi, parce qu'en plus, on veut l'assurance que certains enfants, on n'est pas sûr chez eux, qu'ils aient au moins un repas par jour. Hein, parce qu'il y en a quelques-uns, c'est important de s'assurer qu'ils aient au moins un repas par jour normal. Donc oui, on aide là aussi au pouvoir d'achat des ménages. On l'aide, ça a été rappelé, les aides. C'est pas notre compétence, les aides les bourses universitaires. C'est absolument hors compétence. Sauf que, on s'était aperçu par moment qu'il y avait des familles, ils pouvaient entretenir un à l'université, mais pas deux. Et je citais en avance le cas, moi qui m'a beaucoup touché à l'époque, de cette famille de Tartas, où il y avait 2 filles qui avaient réussi, parce que les filles réussissent mieux que nous à l'école, quand il faut le constater, quoi. Vous savez pourquoi? Elles se dispersent moins. Et puis, quand ils y vont, ils y vont. Comme à la maison. Ouais, à la maison, ça dépend. Ouais. Enfin, moi, j'ai pas à me plaindre. Hein. Si elle n'était pas là, je ne sais pas trop ce que je deviendrais, tu vois ce que je veux dire. Bon. Mais on avait constaté que 2 filles, 2 reçues au concours de médecine, et elles ne pouvaient pas payer de loyer à Toulouse ou à Bordeaux. Donc on a fait des prêts d'études. Pareil avec le logement. Nous ne sommes pas compétents en matière de logement. Ce n'est pas notre compétence. Mais on s'est aperçu à un moment donné que l'État qui donnait à l'époque 1 500 € par logement social, grâce à Borloo, il avait divisé par 2, et puis après maintenant c'est devenu 0. L'État il prend la TVA à 5,5, sauf erreur de ma part, mais il ne met plus de prime. Alors nous on met 3 500 € par appartement. Et pourquoi faire? Pour faire baisser le prix du loyer, pas pour le plaisir de dépenser de l'argent. Et pareil sur le logement intermédiaire, Jean-Luc. Si on essaie de faire venir des gens qui font du logement intermédiaire, il faudra ramer, y compris d'ailleurs le mouvement coopératif. J'ai quelques adresses depuis le jour où on s'est vu à la Benne, chez toi, parce qu'il y a un problème d'accession à la propriété. Il n'y a pas que le logement social. Il y a aussi l'accession au logement intermédiaire. Ce n'est pas notre compétence, mais c'est notre responsabilité, parce qu'on vit au milieu des gens et qu'on sait très bien ce que sont leurs problèmes. Donc voilà, on essaie ici ou là. Et je crois que dans ce que nous essayons de faire, et lorsque nous innovons, je ne pense pas que ce soit décoloré politiquement. On avait parlé de l'école publique, gratuite, obligatoire. Mais j'ai envie de dire un mot sur la laïcité, qui revient tout d'un coup à la mode. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Maintenant, la laïcité fait l'unanimité. La droite se confond, n'est-ce pas, devant la laïcité, même le Front National. En fait, vous avez compris ce qu'ils font. La laïcité, c'est l'outil pour combattre les musulmans. Pas les catholiques, hein. Pas les catholiques. Un peu les juifs aussi, encore, pas trop. Pas trop. Donc en réalité, cette laïcité, qui est l'outil de la paix civile aussi, c'est pas simplement la liberté de conscience,
C'est aussi la condition de la paix civile par rapport à ce que je disais tout à l'heure, de gens qui peuvent se sauter facilement la gorge et s'affronter. Et cette laïcité, je pense que dans ce département, quand même, on nous l'a assez reproché, d'ailleurs, hein, à la commission de sectaire. Encore ces jours-ci, R sur Adour, vous avez vu qu'il y avait quelques turbulences. Alors, ils essaient régulièrement, pour les 4-5 ans, ils essaient de remonter un peu à l'assaut. Mais enfin, on leur fait remarquer qu'ils ne font que 17% de l'enseignement dans les langues, quoi. Et que nous, on a des collègues. Et j'ai eu un truc qui m'a sidéré. Dans le programme d'un candidat de gauche, pas de ce canton, je vous le dis tout de suite, non pas de ce canton, mais qui disait, il ne faut pas faire la LGV, parce que la LGV, ce sera autant de collèges en moins. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. D'abord, sur la LGV, nous sommes les seuls à ne pas avoir donné un rond. Et je peux vous dire que ce n'est pas parti pour qu'on en donne. Moi, j'ai toujours conditionné le financement au nord, là-bas, à l'assurance que ça viendrait au sud. Comme on ne l'a pas, on n'a pas payé. Il y en a d'autres qui ont payé. Hein. Même à Dax, hélas. À Mont-de-Marsan, à Dax, à Pau, ils ont payé tous pour avoir LGV à Bordeaux. Les Landais, ça ne vous a rien coûté pour l'instant. Vous ferez 1 heure de voyage de moins si vous prenez le train depuis Bordeaux, enfin 1 heure de train de moins, mais savourez-le parce que dites-vous en même temps, ça ne nous a pas coûté 1 euro. Bon. Mais je veux dire, les collèges n'ont rien à voir avec la LGV, quoi. On fait un collège tous les 2 ans. Puis on ne fait pas des collèges comme ça pour faire des collèges. On fait des collèges quand la démographie l'exige, quand le ministère de l'Éducation nationale le constate et nous assure qu'il va mettre ce qu'il faut comme enseignant. Parce que si on faisait des collèges sans enseignants, ça ferait quand même bizarre. Donc on entend comme ça des énormités. Quand elles viennent de la droite, moi ça me... Bon, je ne suis pas tout à fait surpris. Mais quand ça vient de l'autre côté, moi, là je dresse l'oreille. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Moi je comprends tout à fait qu'on soit pas content politiquement, qu'on ait beaucoup de reproches à faire. Mais c'est pas une raison pour sombrer dans la démagogie. Moi je n'emploie jamais le mot populisme. Jamais. Parce que quelque chose me retient. Moi j'ai du mal à penser que ce qui vient du peuple puisse être mauvais. Alors vous me direz, c'est peut-être un fantasme. Hein. Mais je dis le vrai mot, c'est de la démagogie. Dire que l'argent de la LGV va empêcher de construire des collèges, j'ai lu ça à Tartas l'autre jour, j'étais quand même un peu sidéré, quoi. Sidéré. Sidéré. Sur un autre plan, on me dit, vous ne parlez jamais d'environnement. Ça, on m'a dit ça avant-hier. C'est vrai que moi, spontanément, j'en parle pas beaucoup. Est-ce que ça veut dire qu'on fait rien? Non. On peut prendre le budget du département et regarder. Le nettoyage des plages, est-ce qu'ils vont trouver un autre endroit entre Gibraltar et le Cap-Nord où ça se passe toute l'année? Non, ils n'en trouveront pas. Est-ce qu'ils vont trouver beaucoup d'endroits où on a des espaces sensibles naturels, comme le Marais d'Orx, 25 000 entraînements, comme Arjusan, aujourd'hui 2000 hectares, comme les temps noirs où nous sommes en train d'investir 10 millions d'euros pour faciliter l'accès des gens et pour améliorer les installations? Ça ne concerne pas l'environnement, ça concerne quoi alors? Si ça ne concerne pas l'environnement. Je ne compte pas là-dedans la protection du massif forestier, parce qu'à la rigueur, on peut le mettre aussi bien sur le chapitre économique que sur le chapitre protection de l'environnement. Mais quand même, quand nous avons mené la bataille de l'eau publique, de la gestion, où il a fallu se battre avec tous les tribunaux administratifs, gagner un appel, aller au Conseil d'État et jusqu'au Conseil constitutionnel. Mais où étaient-ils tous ces amoureux de l'environnement? Ils n'ont pas donné le moindre coup de pouce, hein. Et même pas le moindre satisfecit. Et ça donne un prix de l'eau dans les Landes qui est parmi les plus bas de ce pays. Et ça donne surtout la possibilité de faire l'assainissement dans des tas de villages où autrement, financièrement, il serait impossible de le faire s'il n'y avait pas une péréquation départementale. Et l'assainissement, c'est pas la protection de l'environnement, c'est quoi alors? Pour celles et ceux qui ont quelques lacs marins, n'est-ce pas? Et qui se souviennent de l'époque où il fallait, en catastrophe, interdire les plages, parce qu'il y avait certains bacilles mal intentionnés et réputés dorés qui se promenaient un peu trop. Bon. Donc voilà, oui, je pense que sur le plan de l'environnement, non. Voilà. Alors on nous dit, ah oui, mais vous soutenez les chasses traditionnelles. Les malheureux, 600 ou 700 vieux agriculteurs de Chalosse, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup par ici, quelques-uns peut-être, et encore,
et c'est surtout du côté de la Chalosse et de l'Est du département, nous, tout ce qu'on demande, c'est qu'on les laisse le faire, comme pour les bouilleurs de cru, vous savez. Que les privilèges s'éteignent avec eux, et qu'on leur foute un peu la paix, quoi. C'est leur seule distraction, ils adorent ça, c'est leur culture, c'est leur vie. Après, on ne serait pas environnementaliste parce qu'il y a des corridas, ce que je vous dis. Moi, je reçois des critiques, n'est-ce pas? On ne peut pas voter pour quelqu'un qui protège les chasses traditionnelles et qui va à la corrida. Oh! Pour celles et ceux qui me regardent bien, il n'y en a pas beaucoup, heureusement. En général, au troisième taureau, je m'endors. C'est pas... Je suis un aficionado relatif, n'est-ce pas? Bon. Voilà. Alors, on part comme ça sur des sujets, anti-gavage, anti-corrida, anti-ceci, anti-cela, et blouf, on en tire des conclusions politiques. C'est pas sérieux, moi je dis que c'est pas sérieux. En revanche, qu'ils aillent voir nos 35 000 rues, 40 000 rues, qui tous les hivers choisissent ce département anti-environnementaliste, n'est-ce pas, pour venir faire au dodo pendant la mauvaise saison. Et si vous allez cliquer sur le site du Conseil général, enfin, départemental, si on gagne, on ne changera pas le papier en tête, et c'est plus trop cher. Puis on ne sait jamais, vu la vitesse des réformes, on n'aura peut-être pas le temps de changer le papier en tête. Et si vous allez cliquer dessus, il y a un petit carré en haut, le littoral landais. Regardez-le, moi je vous demande, y compris pour le plaisir des yeux, parce qu'on entend la côte est bétonnée. On a eu tellement marre un jour qu'on a fait filmer la côte depuis Bayonne jusqu'à Biscarrosse. Elle est filmée par hélico à 300 mètres d'altitude. Et vous allez voir si la côte landaise est bétonnée. Elle est vide. Même peut-être un peu trop. Mais elle est vide. Elle n'est pas bétonnée, elle est vide. Et malgré ça, malgré tout ça, il y a des gens, je ne sais pas, qui pratiquent une forme d'intégrisme, ou quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise, de toute façon, on est disqualifié. J'ai même entendu une dame à Mont-de-Marsan expliquant que le vieux modèle intégré que j'étais n'avait pas la capacité de comprendre l'économie du domaine. C'est vrai, ça. C'est vrai. Quand on est prof au lycée Victor Duruy, on a tout compris sur la gestion des entreprises. Bon. Donc on supporte ça. Moi, je vais conclure en disant, encore une fois, je pense qu'on a des choses à faire. On a des projets à mener. On a une solidarité à préserver. On a une spécificité à préserver. Et je ne sous-estime pas l'attachement des Landaises et des Landais, même si je ne suis pas un Landais de souche, parce que maintenant, n'est-ce pas, il faut savoir si on est de souche ou pas de souche. Je comprends l'intérêt qu'il y a à vivre dans ce département, quand même. Ça fait un moment que j'y habite, quoi. Et ça fait un moment, puisqu'il me fait l'honneur de m'élire. Bon, ce qui n'est pas rien pour moi, personnel. Quand même beaucoup d'affection derrière tout ça. Et je comprends très bien qu'on veuille maintenir ces spécificités. Mais maintenir l'identité et la spécificité, ça ne veut pas dire s'arrêter de devenir un musée. Hein. Ça ne veut pas dire devenir un village d'Indiens, n'est-ce pas, où les urbains viendraient derrière la grille regarder comment on se débrouille. Non. Ça veut dire agir en veillant à préserver un certain nombre de choses qu'on fait, mais aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pris les Landes en avant. Alors il y a un gros malin qui est chargé de communication dans la vie, mais qui cherche surtout des clients, à mon avis, parce qu'il n'a pas beaucoup à Paris, qui est candidat à Saint-Honor, qui a dit « Non, c'est pas les Landes en avant, Emmanuel, il veut dire les Landes d'avant. » Bravo. Bravo. Moi, j'ai envie de dire, c'est pas comme ça qu'il va trouver des clients dans les Landes, hein. En tout cas dans les mairies, parce que simultanément, il fait les mairies pour savoir si on n'a pas besoin de lui comme chargé de communication, je vous le recommande, monsieur. Vous cherchez quelqu'un à Cabreton pour la prochaine campagne de pub, vous allez le voir. Donc voilà ce qu'on fait. Moi je pense que ce n'est pas déshonorant, je ne pense pas que ce soit parfait. Et encore une fois, je comprends que la critique soit ouverte. Non seulement elle n'est pas autorisée, elle est même sollicitée, elle est demandée, parce que sinon, ça voudrait dire des choses désagréables. Mais je pense quand même que qu'il s'agit du bilan ou qu'il s'agit des projets à venir, je crois qu'on n'a pas rougi. Et je souhaiterais que dans ce canton, on gagne, parce qu'on en a besoin. Et parce que vous le méritez. Voilà. Merci d'avance. Faites voter surtout le 22. Faites voter autour de vous. Et si certains ont du mal, des bleus à l'âme, expliquez-leur quand même, gentiment, quand un candidat socialiste
et un candidat de droite, il y a beaucoup de différences. Et qu'il ne faudrait pas que ce soit les larmes des Irlandais qui prennent le prix de cette différence. Merci.